Parlons maintenant des éléments solides. Donc, un élément solide, qu'est-ce que c'est? Conceptuellement, c'est l'élément le plus simple qui existe. Grosso modo, on a la loi constitutive de Hooke et puis on vient juste la discrétiser en espace. That's it. C'est tout ce que c'est un élément solide. Donc, on avait des éléments qui avaient toutes sortes d'hypothèses, que ce soit les poutres, les plaques avec des sections qui demeurent perpendiculaires au feuillet moyen, des rapports d'aspect, des choses comme ça. Dans l'élément solide, il n'y a aucune hypothèse comme ça. Le nombre d'hypothèses dans l'élément solide, il y en a pas. Donc, on a les hypothèses en lien avec notre loi constitutive de matériaux, mais ça, c'est commun à tous les types d'éléments. Mais après ça, en termes d'éléments lui-même, il n'y a pas d'hypothèse. Donc, on a une matrice de rigidité qui va venir de l'état tridimensionnel de contrainte dans notre matériau, et puis c'est ça. Donc, à chaque nœud, on va avoir seulement que 3 degrés de liberté, donc les 3 translations. Donc, pour un élément solide, il n'y a pas de degré de liberté en rotation. Donc, quand on y pense, c'est seulement U, V, W qui sont importants, parce que pour calculer les déformations en 3D, ben, c'est juste les dérivés du champ de déplacement qui sont importantes. Et donc, c'est pour ça qu'on va uniquement considérer les 3 déplacements pour un élément 3D. Donc, je le répète, un élément 3D n'a aucune hypothèse et un élément solide n'a aucune hypothèse et puis il utilise les 3 degrés de liberté de déplacement U, V, W à ses nœuds, c'est tout. Donc, il existe plusieurs sortes d'éléments solides, différentes géométries. Ceux qui donnent typiquement les meilleurs résultats, c'est les hexaèdres. Donc, on en a un exemple ici. Ce qui va se passer, en fait, ce qui va souvent nous forcer la main dans le choix des éléments, c'est que dans notre géométrie, qui peut être assez irrégulière, bien, ça devient difficile d'avoir des éléments qui ont une forme régulière. Donc, on prend cet exemple-ci, par exemple, où là, on a un cube de matière qui est en fait un matériau composite. Donc, on veut simuler un matériau composite à l'échelle micro, où on a des fibres courtes qui sont distribuées dans la résine. Donc, on veut simuler la résine ou la matrice tout le tour avec les fibres individuellement à l'intérieur de notre modèle. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est non pas de simuler le matériau comme étant un milieu homogène, mais vraiment d'aller simuler les différentes constituantes indépendamment. Et donc, la difficulté, ça va être de venir faire le maillage d'une géométrie irrégulière comme ça. Donc, comment on peut s'y prendre, par exemple, ça va être de prendre des éléments, dans un premier temps, de venir mailler les fibres. Et donc, si on regarde la géométrie encore, ce qu'on voit bien, c'est qu'on a un domaine qui est périodique. C'est-à-dire que les fibres transpercent un mur de notre domaine, puis elles ressortent de l'autre. Et donc, lorsqu'on va venir faire notre maillage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les fibres individuellement, et puis leur section, on va leur faire un maillage irrégulier. Donc, on voit que les cercles sont maillés avec des triangles. Et puis ensuite, on va venir extruder ce maillage-là de façon régulière le long de la fibre. Donc, c'est pour ça qu'on voit que le long de l'axe du cylindre, ben, on a des mailles régulières de forme carrée. Donc, on va prendre un maillage qu'on va venir extruder. Et donc, une fois qu'on a généré le maillage sur ces fibres-là, mais ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir mailler le reste du domaine, donc la matrice, avec des éléments de géométrie irrégulière qui vont tout simplement venir remplir le volume en reprenant les nœuds sur les faces des fibres pour qu'on ait les mêmes nœuds à la fois dans les fibres et dans la matrice pour qu'on ait bien une continuité de nos champs de déplacement, de contraintes et de déformation.